Bonjour, bienvenue au MOOC Terrorisme au pluriel. Je m'appelle Alain Boer, je suis professeur au Conservatoire national des arts et métiers et aux universités de New York et de Pékin et j'enseigne la criminologie. Aujourd'hui, nous allons commencer à traiter des terrorismes car depuis toujours, l'action violente est apparue comme un acte de résistance, parfois désespéré. Elle est très souvent qualifiée de terroriste en fonction des intérêts des partis et des cibles choisies. Malgré de nombreux efforts, aucune définition internationale commune n'a pu être trouvée et la plupart des organisations ayant pratiqué l'action violente ont été dénoncées comme terroristes à un moment ou à un autre de leur histoire. Le terrorisme a également évolué, singulier, il est devenu pluriel, ses cibles se sont diversifiées et si la notion de terrorisme fait souvent l'objet de controverses et de polémiques, c'est qu'elle est empreinte d'une forte subjectivité et qu'elle désigne un phénomène complexe, mouvant et multiforme. Pour certains historiens, le terrorisme est une notion récente qui semble émerger pour la première fois peu après la Révolution française. Il vise alors le système de la terreur du gouvernement révolutionnaire d'avril 1793 à juillet 1794. La finalité de ce régime mis en place par Robespierre est de terroriser ses opposants politiques, stigmatisés comme des ennemis du peuple, afin d'asseoir son pouvoir. À travers le comité de salut public ou le comité de sûreté générale, contrôlant la police politique et le tribunal révolutionnaire créé par Danton, la terreur va conduire à l'exécution de milliers d'opposants. On retrouve d'ailleurs ce terme dès 1798 dans le supplément du dictionnaire de l'Académie française qui le définit comme un système, un régime de terreur. Toutefois, comme l'indique par exemple Arnaud Blin, cette origine heurte aujourd'hui nos conceptions puisque cette forme de terrorisme avait pour protagoniste l'État et était dirigé contre ses propres populations, alors que désormais le terrorisme semble plutôt perçu comme une action émanant de groupes non étatiques et ciblant des populations civiles et souvent externes. Or, la terreur est un terrorisme d'État où les actions terroristes sont planifiées, exécutées ou ignorées consciemment par un État. Le terme terrorisme d'État est aussi utilisé au moment de la guerre froide par l'ex-URSS pour dénoncer la stratégie de répression des mouvements insurrectionnels d'extrême gauche qui ont proliféré dans les années 70. Elle fut mise en place conjointement par des régimes autoritaires d'Amérique du Sud, Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Paraguay et Uruguay, sous l'appellation Opération Condor, qui organisa des campagnes de répression appuyées sur des assassinats et une lutte anti-guérilla. En 2006, la Cour interaméricaine des droits de l'homme conclut qu'en utilisant de manière détournée le pouvoir de l'État et en organisant des disparitions forcées et des tortures, le Paraguay s'était rendu coupable de terrorisme d'État, pour lequel il devait admettre sa responsabilité aggravée. Lors de la guerre froide, les pays de l'Est eux-mêmes parrainaient des mouvements terroristes, la plupart d'origine palestinienne, agissant au Moyen-Orient ou dans les pays occidentaux de type Armée rouge. Ces organisations regroupées dans le Front du refus étaient étroitement liées à des États de la région appartenant aux camps dits socialistes à l'époque, Syrie, Libye, Irak, etc. Ils agissaient dans le contexte du conflit Est-Ouest en vue d'alimenter et de contribuer à une instabilité globale. Il existe également des mouvements pilotés par des États dits voyous, selon une terminologie américaine. En général, ceux-ci sont allochtones et sont utilisés pour des objectifs plus ciblés. La liste des États ainsi qualifiés est publiée régulièrement par le département d'État américain. Dans cette liste, très politique et très fluctuante au gré des alliances, figurent ou ont figuré des pays comme l'Iran, l'Irak, la Syrie, la Libye, Cuba qui vient d'en sortir, la Corée du Nord, le Soudan. Quelle différence peut-on établir entre terrorisme et résistance? Plusieurs auteurs ont souvent souhaité accoler une dimension morale à l'acte terroriste, permettant de distinguer les groupes terroristes des mouvements de résistance ou de libération nationale. Ainsi, le résistant ferait un usage légitime de la violence dans un pays où le système politique serait tyrannique, totalitaire ou colonialiste, alors que le terroriste vivrait un État démocratique. La violence serait donc alors justifiée. Toutefois, déterminer si une cause est légitime reste très largement dépendant d'une appréciation très subjective. Certaines organisations terroristes s'identifient à des mouvements de résistance contre l'oppression sociale, économique, religieuse ou impérialiste. De même, alors que la résistance désigne une opposition à l'occupation étrangère et peut être non violente, le terrorisme est en revanche une méthode de combat qui prend pour cible principalement la population. Ainsi, les mouvements de résistance ne pourraient viser que des cibles militaires, ce qui les différencierait des organisations terroristes. En fait, pour mon collègue Ariel Merari, la distinction entre les deux n'est pas toujours très claire. Le terrorisme caractérise un mode de lutte alors que le combat pour la liberté est une cause. Mais il remarque que les causes défendues par certaines entités terroristes sont très diverses,
allant des changements sociaux jusqu'à la lutte pour le droit des animaux en passant par la défense d'aspirations ou de croyances religieuses. Si on admet que certains groupes terroristes luttent pour la libération nationale, on observe aussi que tous les mouvements de résistance n'utilisent pas le terrorisme et on en conclut ainsi que certains groupes insurrectionnels sont à la fois des terroristes et des combattants pour la liberté, que certains sont l'un et l'autre et que certains ne sont ni l'un ni l'autre. Le débat, toujours vif, ne peut se poursuivre sans rappeler la célèbre formule de Jean-François Revel dans Le terrorisme contre la démocratie. Il disait « Le terroriste de l'un, c'est le résistant de l'autre ». Aussi délicate est la distinction entre terroriste et guérilla. Elle repose d'abord sur la différence technique entre terrorisme pur, généralement urbain et clandestin, et guérilla, mené par des groupes armés cherchant à contrôler un territoire et de la manière la plus visible possible. Par ailleurs, cette distinction renvoie au statut des mouvements qui se présentent souvent comme des armées nationales, secrètes, populaires ou de libération, tandis que leurs ennemis les qualifient de criminels ou de terroristes. Par exemple, les guérilleros de l'armée de libération du Kosovo, ou UÇK, en albanais Ustria Klirimtare et Kosoveš, ont été longtemps assimilés à des terroristes par les responsables occidentaux, avant d'être considérés comme des interlocuteurs fréquentables, puis des représentants légitimes de la résistance. Si les terroristes et les guérilleros ont certains points communs, comme le fait de ne pas appartenir à l'armée ou d'agir illégalement, ils présentent aussi quelques différences. Les guérillas sont généralement des groupes constitués et organisés, voire hiérarchisés militairement. Elles sont à l'origine d'opérations militaires, visant en général des cibles étatiques ou des armées régulières. Les terroristes, à l'inverse, visent autant des cibles civiles que militaires, agissent généralement de manière isolée et tentent de se dissimuler au sein de la population, justifiant l'absence de port d'uniforme, contrairement à la plupart des guérilleros. Les objectifs sont également différents. Les guérillas ont pour but la conquête et le contrôle physique d'un territoire, alors que les terroristes visent à imposer leur domination à travers des systèmes idéologiques ou politiques en usant de la peur, de l'influence psychologique, mais ne s'appuyant pas sur des éléments territoriaux tels que des zones libérées ou des territoires contrôlés. Le